Ok, c'est parti. Salut Frédéric. Salut, comment vas-tu, Ludo? Ça va très bien, merci. Je suis bien content de t'avoir aujourd'hui dans Super Potion pour l'épisode de la rentrée, on peut dire ça comme ça. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu es actuellement à la tête d'une agence de conseil en stratégie marketing dédiée aux espaces immersifs. Tout à Est-ce fait. que tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots et expliquer à nos auditeurs comment tu en es arrivé à travailler sur les technologies et innovations de demain? Alors, moi, je viens de l'univers du marketing digital, notamment dans l'univers de la beauté et du luxe. Et en 2019, on a un de nos clients qui nous avait demandé, juste au début de la pandémie, de pouvoir faire intervenir une de nos vedettes en marketing digital en Chine. La pandémie étant arrivée, ils nous ont dit non, mais on veut absolument que vous soyez présents, même si c'est à des milliers de kilomètres. Donc, au début, on a commencé à faire un hologramme. Donc là, on est en octobre-novembre 2019. On peut plus se déplacer en Ok. Chine. La qualité de l'hologramme était pas terrible. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, faut que je trouve une autre solution. Et j'ai commencé à creuser tout ce qui était en dehors de l'hologramme et que je suis tombé sur le métaverse. On était tout au début, hein. On est décembre 2019. Moi, Hmm. par le passé, j'avais déjà joué, je sais pas si tu connaissais, à un autre monde. Donc, Un Autre autre Monde, monde, ça a non, ça me dit été rien. le premier métaverse qui a été lancé par Canal+, il y a 20 ans, Ok. complètement révolutionnaire. Puis comme d'habitude, les Français ont été les premiers, puis après, ça n'a pas été plus loin. Après, j'ai beaucoup joué sur Second Life, Second Life, ouais, c'est plus connu pour moi, voilà. en tout cas. Et puis après est arrivé le métaverse, et donc j'avais déjà cette antériorité. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'usages et d'utilité, et c'est ce qui manquait à l'époque dans l'ancêtre du métaverse, qui était un autre monde et Second Life, où on y allait, on se baladait, mais il n'y avait pas d'usage, et donc forcément, il n'y avait pas de repeaters, et personne ne revenait le lendemain, quoi. Ok. Donc du coup, t'en es venu de cet hologramme et t'avais déjà ton agence ou du Oui, coup oui, c'est j'avais déjà suite à ça? l'agence. Il y avait déjà l'agence. Et puis comme c'était pour aller en Chine, je me dit non, on veut absolument que la personne vienne même en virtuel, et que la qualité de l'hologramme était vraiment pas terrible. On a commencé à arriver, et puis c'est là que j'ai découvert et j'ai creusé le métaverse, et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du début, hein, tout au début du métaverse, et Hmm. qu'aujourd'hui, maintenant, on accompagne des marques sur les stratégies Web3 avec une baseline qui est plutôt assez intéressante, c'est préférer l'usage à l'effet waouh. C'est exactement la question que j'allais te poser après, parce qu'en fait, c'est cette phrase qui m'a interpellé dans ta bio LinkedIn, où tu disais privilégier un usage qui générera de la récurrence plutôt qu'un effet waouh vis-à-vis de vos communautés. Et j'ai l'impression aujourd'hui que toutes les sociétés privilégient plutôt l'effet waouh que la récurrence, justement. Qu'est-ce que tu en Voilà, penses? ça c'est mon côté marketing, c'est de dire que moi je peux te faire de l'effet waouh, hein. On travaille avec plein de développeurs, donc c'est pas un problème, des designers. Je vais te faire un effet waouh, tu vas avoir des lumières partout, génial, c'est fabuleux et tout. Sauf que s'il n'y a pas d'usage, d'utilité, tu vas jamais en revenir le lendemain. Et donc je vais avoir un super espace comme on voit aujourd'hui, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a personne qui revient. Les gens vont une fois et disent bon ok, d'accord, c'est sympa, c'est beau, mais ça sert à quoi? Et on génère énormément de déceptions. Et en fin de compte, quand vous rencontrez les gens après, ils vous disent mais c'est ça le métaverse. Un exemple simple, hein, il y a une institution française, je peux pas dire son nom maintenant, mais qui a fait une opération métaverse avec un super débat dans le métaverse avec des spécialistes du métaverse. Donc on arrive sur Decentraland, aucune pédagogie, donc la plupart des gens c'était la première fois qu'ils y allaient. Toi, tu y as déjà été, donc tu sais ce que c'est. Les gens comprenaient pas pourquoi il fallait prendre un escalier ou un ascenseur pour aller à un endroit. Première chose. Deuxième chose, personne ne leur a expliqué qu'en raison des serveurs, tu divises tes salles par 40 à 60 personnes. Donc les gens, ils se disent, mais il y a personne. En fin de compte, on est tout seul. Oui, sauf qu'il y a des centaines de salles, mais bon, c'est pas grave. Et troisième Mhm. point, ils ont ouvert un écran vidéo et ils ont retransmis en direct un débat qui avait lieu dans un studio réel. Et les gens ont dit, En attendez, 2D du coup. en 2D. Donc vous êtes Ouais. venus nous faire là juste pour qu'on regarde une vidéo qu'on n'aurait pas regardé, qu'on aurait pu regarder sur notre téléphone, quoi. Donc quel est l'intérêt? Donc j'ai passé mon temps à essayer de faire de la pédagogie, de dire non mais c'est pas ça le métaverse, vous inquiétez pas, c'est pas ça, j'ai expliqué, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme
tu le sais bien, mais il y a 3,2 milliards de la population dans le monde, donc presque la moitié, qui joue aux jeux vidéo. C'est énorme. Ce qui est énorme. On en a 1 sur 5 qui, chaque jour, change quelque chose à son avatar, donc achète. Et donc, toutes ces générations, Gen Z et Alpha, ont entamé une gamification de la relation. Et quand tu as des gens qui sont pas gamers, qui sont plutôt âgés, c'est compliqué de leur faire comprendre que en arrivant dans un métaverse, quel est l'intérêt de marcher, de courir, de prendre des objets. Les gens voient pas trop. Mais c'est justement ça, c'est la gamification. Ah, c'est une question que j'ai un petit peu plus tard pour le podcast justement. Et moi j'avais entendu quelque chose dans un autre podcast qui disait toutes les innovations technologiques viennent de la politique à la base. Enfin, à chaque fois on monte d'un cran. En marketing par politique, la politique. Voilà, alors ça c'est une de mes facettes de mes anciens métiers. J'ai fait beaucoup de marketing digital politique vis-à-vis des États-Unis et j'ai beaucoup étudié ce qu'ils ont fait et on a eu énormément d'innovations techno qui proviennent du marketing politique. Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé avant qu'il y ait une marque. On a eu une députée américaine de New York qui s'appelle AOC. C'est son diminutif. Hein. Ça a été une des premières à aller sur Animal Crossing. Et qui a commencé à tenir des réunions sur Animal Crossing, à discuter avec les gens. On a eu en 2016, quand il y a eu la campagne Trump-Hillary, on a eu des jeux vidéo qui ont été créés pour faire passer des messages. On a eu du geofencing. Bref, toutes les techniques marketing ont beaucoup été utilisées par les élus politiques et les candidats aux États-Unis, mais aussi en Inde, en Corée du Sud et au Japon. La France, tu as connu l'hologramme qu'avait fait Mélenchon, mais on est un petit peu en retard, même si on avait été en avance un peu plus tôt. Mais en tout cas, les États-Unis ont toujours été très en avance là-dessus, notamment sur les rooms de TikTok, etc. L'objectif, c'est évidemment de toucher le public là où il est. Et aujourd'hui, c'est ce que se disent les marques, c'est où est-ce que je vais toucher mon public Gen Z et Alpha. Eh ben, je vais les toucher dans le métaverse, mais surtout dans les jeux vidéo, dans la VR, dans la R, et dans le gaming, bien évidemment. Et la grosse différence, c'est qu'avant, ta génération Instagram qui fait que de l'engagement passif. Hein. Alors, les puristes vont peut-être pas être d'accord avec ça, mais l'engagement passif, pour moi, c'est je commande, je partage. Ensuite, c'est la première fois qu'on voit des consommateurs qui produisent du contenu. C'est ce qui s'est passé sur TikTok, vis-à-vis d'une marque. Et là, la troisième étape, c'est l'interaction avec la marque. Ça veut dire que moi, sur Metaverse, je suis en capacité d'interagir avec la marque. Pourquoi ? Parce que quand tu es une marque, et on parlera tout à l'heure des boissons, mais quand tu es une marque avec une fanbase, tu considères toi en tant que consommateur que tu n'es pas dans un discours top-down et que la marque t'appartient. Et donc la marque... Ouais, c'est plein de questions qui arrivent après. Ouais. Voilà, la marque doit te parler directement. Voilà, la marque doit te parler directement et pour ça, il faut que la marque puisse me donner les moyens d'interagir sur la marque. Donc, évidemment, les parcours immersifs et expérientiels dans le métavers s'y prêtent totalement, ainsi qu'évidemment les NFT, mais on est vraiment sur cette dimension-là. Et ça, dans le marketing, il faut bien le comprendre. On appelle ça aujourd'hui le marketing de la rencontre. C'est comment, dans un endroit virtuel, je vais pouvoir faire interagir mes clients et mes prospects par rapport à une marque. Et d'ailleurs, on le fait aussi aujourd'hui maintenant en B2B, hein, et non pas qu'en B2C. Ok, très bien. Alors avant de continuer, on va passer au petit quiz habituel, le super quiz pour les auditeurs. Alors pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Alors, Web 2 ou Web 3 ? Web 3. VR ou AR ? AR. CryptoPunk ou Bored Apes ? Bored Apes. Luxe ou musique ? Musique. Decentraland ou The Sandbox ? The Sandbox. Bitcoin ou Ethereum ? Ethereum. Quelle blockchain ? Tezos, Cardano ou Solana ? Solana. Quel marketplace ? Rarible ou OpenSea ? OpenSea.
Ok. Quelle wallet, MetaMask ou Temple? MetaMask. Et pour finir, Discord ou Twitch? Discord. Ok. Merci. Voilà, c'était le super quiz. On sait un petit peu plus sur toi, sur le Web 3. Qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu conseilles peut-être. Pour en revenir à notre émission, est-ce que tu peux redéfinir très rapidement, pour ceux qui seraient encore un peu perdus, ce qu'est le Web 3, la blockchain, les NFT et le métaverse? Alors, pour moi, parce qu'après, c'est assez marrant parce que dans beaucoup de manifestations aujourd'hui, il y a des débats sémantiques sur qu'est-ce que le Web 3, le métaverse. En tout cas, moi, je vais vous donner ma version à moi. Ouais. Le Web 3, c'est pour moi des expériences immersives. Donc, à l'intérieur du Web 3, tu as la VR, donc la réalité virtuelle, tu as la réalité augmentée, tu as le gaming, tu as le métaverse, tu as le NFT. Bon, je parlerai de la blockchain après. Donc, pour moi, ces 5 espaces qui permettent de faire des expériences immersives sont très importants, d'autant plus que tu rajoutes évidemment au Web3 la transparence, la décentralisation des données, ce que permet justement la blockchain. Et une petite parenthèse sur la blockchain, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors évidemment, pour beaucoup, c'est moins fun que le métaverse et les NFT, mais la blockchain, pour moi, c'est ça la révolution. C'est ni le NFT ni le métaverse. C'est vraiment la blockchain qui est en train de disrupter complètement l'économie et qui va venir de plus en plus. Les gens s'en rendent pas compte, mais si tu es un intermédiaire sur la chaîne de valeur entre un émetteur et un récepteur vis-à-vis de la production d'un service ou d'un produit, tu as des soucis à te faire parce que ton métier risque de disparaître. Et aujourd'hui, par exemple, on voit le lobbying qui est fait par les notaires pour empêcher que l'authentification que permet la blockchain puisse se faire lors d'une vente d'un bien. Parce qu'aujourd'hui, le principe même du notaire, c'est que c'est lui qui te certifie la vente du bien. Donc si demain, l'État décidait que la blockchain permet de le faire, quid des notaires? Et pour le rappel, la blockchain, c'est un espèce de registre digital sur lequel Ouais, tout est marqué. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, pour définir, c'est un registre digital, donc où tout est décentralisé, c'est-à-dire que tout le monde fonctionne en même temps et ça, il n'y a pas quelqu'un qui détient les données de chacun. Donc c'est tout le monde détient les données, mais surtout, une fois que tu es rentré dans la blockchain, tous tes parcours sont tracés, mais c'est les parcours de tout le monde et tout le monde le sait. Et surtout, ça permet d'authentifier ton parcours d'un endroit à un autre. Et d'ailleurs, ça commence à se faire dans les marques de boissons, on l'a plus vu dans la beauté, où tu as des marques de beauté qui aujourd'hui te proposent d'acheter leurs produits cosmétiques 25% plus cher, mais par contre, tu peux tracer là où la pétale de rose a été ramassée, combien l'agriculteur a gagné pour sa pétale de rose, si ses enfants vont bien à l'école, et ça, jusqu'au parfum que tu as acheté. Ok. Et du coup, c'est infalsifiable, en tout cas pour l'instant, et ça peut pas être supprimé. Alors, c'est infalsifiable, ça peut pas être supprimé. Le seul hiatus qu'on peut dire, c'est que si tu rentres avec une fausse identité dans la blockchain, là, on pourra rien faire. C'est-à-dire, si demain tu viens avec une fausse carte d'identité ou tu mets une fausse identité, malheureusement, tu rentres dans la blockchain et tu auras cette identité-là. Mais à partir du moment où tu rentres avec une identité, après, c'est infalsifiable. Mais bon, c'est comme après, on sait que les gens qui rentrent dans des wallets crypto, dans tout ce monde-là, tout le monde aime bien se donner un pseudo aussi. On enlève les voyelles, on n'a que des noms étranges. On a un avatar quasi un pseudo. Ouais, c'est pour ça d'abord, qu'on conseille toujours d'aller sur des plateformes qui ont pignon sur rue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont pas très connues, qui font beaucoup de buzz, et qui va, et résultat, au bout d'un mois, les cryptos sont piqués ou les wallets sont détournés. Donc, vaut mieux pour l'instant rester sur les chemins qu'on connaît un peu et éviter de s'aventurer sur des choses en attendant de voir comment ça fonctionne. Deuxièmement, l'avatar, la plupart sont en train, et notamment, tu as, c'est pas Oracle, c'est l'autre, bon, bref, peu importe, son nom m'échappe, il va me revenir tout à l'heure. On a aujourd'hui, tu as Reader Player Me et tu as une autre société qui sont en train de travailler et qui vont pouvoir te proposer un seul avatar, et l'avatar va s'adapter à chacun des métaverses. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a à peu près 160 métaverses dans le monde, tu as à peu près 160 types d'avatars différents. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que tu crées ton avatar. Évidemment, comme le disait Steve Jobs, c'est l'usage de toute façon qui va faire le fonctionnement. Donc ce qui va se passer,
et c'est ça qu'on attend tous, c'est que tu fais ton avatar une fois pour toutes. S'il doit être style Lego ou style Pixel ou Playmobil ou plutôt réaliste, dans ces cas-là, c'est l'intelligence artificielle qui va te le transformer automatiquement. Et qu'est-ce qui va encore mieux marcher? C'est que ça fait plus de 2 ans qu'on réclame tous de l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des passerelles entre les divers métaverses. Et aujourd'hui, ça va être le cas. Les principaux ont signé un accord pour qu'on puisse avoir de l'interopérabilité. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des métaverses plus fluides. Et on a des grandes marques comme LVMH, et d'ailleurs qui s'est lancé aussi dans le métaverse pour les boissons. LVMH va créer son propre métaverse dans ce qui s'appelle normalement un microverse. Pourquoi? Parce que ce sont des marques comme Coca qui va peut-être envisager de faire ça ou d'autres qui ont une telle notoriété très très forte qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Decentraland, sur Roblox, sur The Sandbox et autres. Elles créeront elles-mêmes leur microverse qui leur permettra d'offrir des expériences à leurs clients. Ok, très intéressant. Alors du coup, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui le monde tend à se gamifier et les marques souhaitent capitaliser sur la rétention que ça apporte à leur communauté. Une question toute simple, faut-il nécessairement être un gamer pour prendre part à ce nouveau monde digital? Non, faut pas être un gamer. Par contre, faut aimer un peu jouer parce que, alors, c'est sûr, quand tu as des Decentraland, tu peux cliquer, aller directement dans la salle ou dans l'univers. Mais c'est vrai que c'est plus sympa de marcher, de courir, de monter, etc., etc. Voilà, ça c'est les premières choses, mais il n'y a pas besoin d'être un gamer accompli. Par contre, nous on fait beaucoup de formations avant de traiter avec les clients pour acculturer les gens qui n'ont jamais été dans un jeu vidéo de leur vie, pour leur expliquer quels sont les principes. Ok, ouais, courir, marcher, etc. Voilà. Se rendre physiquement, digitalement dans les endroits, etc. Ce que tu disais au tout début, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important et bien comprendre que ces univers-là ne fonctionnent que si tout est lié au réel. Ça veut dire que tu peux aller du réel au virtuel, mais tu peux aussi aller du virtuel au réel. On en parlera notamment sur les boissons, ce qui concerne les jumeaux numériques et les jumeaux physiques. Ouais, c'est ça que beaucoup de gens comprennent pas encore. Beaucoup de gens pensent que le métavers c'est forcément immersif en VR. On met des lunettes et on est dans un autre monde. Ouais, alors que non, je sais. Alors, je vais profiter de l'occasion pour en parler parce que tu as entièrement raison. Dès qu'on me parle, on dit ah bah oui, mais il faut un casque. Il dit non. Le casque, pour l'instant, évidemment, avec le casque, la notion d'immersivité est la meilleure, mais ça, pour l'instant, ça ne pourra fonctionner que quand on aura un taux de pénétration du casque parmi les foyers, ce qui est pas demain matin quand même. Donc ça veut dire que si t'as pas de casque, eh ben il faut que tu amènes un casque au client, il faut que tu apprennes au client à se servir du casque et après il faut qu'il rentre dans l'univers. Ce qui fait quand même beaucoup de freins à l'utilisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui va fonctionner sur un ordi classique ou un smartphone. Ça c'est la première chose. Et dans ces univers-là, il faut absolument que ça soit relié à l'univers réel. Pourquoi? Parce que ça peut pas vivre hors sol. Tu peux pas avoir quelque chose qui soit hors sol. Et justement, ce qu'on recommande aux marques, c'est à partir du moment où tu as déjà un écosystème numérique, donc que ça soit un TikTok, un Snap, un site e-commerce, etc. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de différence entre l'univers que tu proposes sur le métaverse et l'univers que tu proposes dans ton TikTok, etc. Parce que si toi, par exemple, Ludo, tu fais un super métaverse, tu me fais rêver. Et si après tu m'envoies sur ton site e-commerce Web 2 et qui me fait pas du tout triper, je vais avoir un super déceptif quoi. Et la conversion va pas se faire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre tout ça de niveau. Et de toute façon, d'ici 2030, ce que disent toutes les études et quand même on va venir, c'est qu'on aura des sites e-commerce qui ressembleront à des métaverses. C'est-à-dire que tu iras avec ton avatar à l'intérieur du site, commander comme tu commandes aujourd'hui. Et il faudra aussi, là aussi, qu'en moins de 3 clics, tu aies accès directement à ton produit. Hein. Ouais, j'ai vu ça sur le printemps. Ils ont fait une expérience Web 3 il y a pas longtemps. Ouais. Bon, je trouvais que ça servait un peu à rien. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient peut-être de l'argent à dépenser pour se lancer dedans. Pour l'instant, les trucs étaient pas en 3D, c'était de la fausse 3D ou je sais pas. Oui. Enfin, en tout cas, il y avait un espace où on cliquait, on était dans un monde. Ok, on cliquait, on prenait mais ce qu'il faut, c'est vraiment du storytelling. C'est toujours pareil. Si tu vas dans le métavers, c'est un univers complémentaire à tous les autres univers marketing de médias qu'on connaît. Si je vais dans le métaverse, quel est ton objectif? Qui tu veux toucher? Quel message tu veux délivrer? Et quelle expérience tu vas proposer?
pour après avoir de la conversion d'achat. Le but, c'est quand même ça. C'est pas uniquement de se faire plaisir et d'avoir un petit bonhomme qui se balade. Pour beaucoup de grosses marques qui ont beaucoup de budget à dépenser et qui doivent être là en premier parce que ça fait bien, elles auront de quoi dépenser même si ça sert à rien. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Et on en vient à ma question d'après, du coup. Au final, les marques qui se lancent, la plupart des marques qui se lancent dans ces nouvelles technologies ont compris l'importance de d'abord créer une communauté avant de créer un produit. On voit également arriver cette notion forte de marque appartenant à sa communauté. Ouais. Et les fans sont récompensés maintenant et ça accentue ce phénomène de co-branding, de co-création. On voit ça particulièrement dans la Gen Z et chez les alphas. Qu'est-ce que ça signifie pour le futur du marketing et pour les stratégistes? Pour le futur du marketing, on l'avait déjà, les prémices, ça a quand même été Instagram où on a commencé à avoir des communautés, mais on va aller, le mot, tu vas voir que je vais utiliser, est assez fort, on va aller sur des religions de marque. Alors évidemment, c'est pas valable pour toutes les marques, mais de plus en plus, on s'aperçoit que les clients ou les prospects deviennent des communautés. La preuve, si tu vois, des gens vont acheter Gucci, pas forcément parce que ce qu'ils achètent, ils trouvent ça beau, mais parce qu'ils appartiennent à la communauté Gucci. Ouais, et donc, à partir de là, toi, il faut que tu cultives ta communauté. Et le métaverse et les NFT permettent aujourd'hui d'amplifier les communautés, de leur permettre d'interagir de façon plus importante. Pourquoi? Parce que la techno le permet et qu'avant, c'était pas possible. Mais on voit de plus en plus cette notion. Et vraiment, il faut aujourd'hui vraiment avoir des directeurs marketing qui soient dans la position de pouvoir cultiver les communautés. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Et la preuve, c'est qu'on a maintenant des gens qui sont recrutés pour être des animateurs Discord à l'intérieur des marques. Ouais, super important. Ça fait écho à une question que je vais poser plus tard, mais donc il faut intégrer des postes digitaux. Faut prendre des gamers, faut prendre des développeurs, faut prendre des digital artistes dans sa team dès maintenant au final. Si je comprends bien. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour la production, mais le plus important. Alors évidemment, la production, faut pas le mettre de côté parce que c'est ça qui fait. Mais ce qui est le plus important, c'est l'animation. Le problème des réseaux sociaux et que les marques maintenant maîtrisent bien, c'est qu'une fois que tu as commencé, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas dire je discute, je réponds aux commentaires, je fais de l'engagement avec mes communautés. Puis au bout d'un moment, ça me gonfle, donc je le fais plus tous les 2 jours ou les 3 jours. Ça, c'est plus possible. Ouais. C'est plus possible parce que les gens, à partir du moment où ils sont habitués à ce que tu leur répondes, ils ne comprennent plus pourquoi tu leur réponds pas. Et donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail du quotidien. Et il faut avoir, donc généralement on travaille avec des agences, mais les marques travaillent avec des agences, mais il y a vraiment besoin de cultiver cette communauté. Et donc, cultiver cette communauté, ça veut dire, c'est exactement le même principe que ce que tu fais toi dans ton média de podcast, que font d'autres dans des médias print ou des médias numériques, c'est qu'on a affaire à des vrais médias. Et donc, le problème du média, c'est que tous les jours, il faut que tu aies une info. Donc, il faut produire du contenu. Et d'ailleurs, c'était le directeur de Gucci qui dit de toute façon aujourd'hui, on n'est pas une marque de mode, on est une marque de contenu. C'est-à-dire, je suis là pour vendre du contenu. Parce que ça fait typiquement écho à la question d'après pour le coup. Non, mais c'est typique, c'est fou, c'est de se dire que, en fin de compte, pour que je vende mon produit, il faut d'abord que je vende du contenu. Et donc, ils sont devenus des médias entre guillemets à part entière. Et c'est une vraie difficulté parce qu'ils sont obligés de faire alors on appelle ça des conférences de rédaction, mais c'est comme dans un média, c'est-à-dire que tu vas faire une programmation de tes contenus 15 jours à l'avance, tu vas les concevoir, tu vas les programmer avec un objectif, un message, etc. Mais ça veut dire que tous les jours, il faut que tu produises du contenu. Et du coup, tu as relayé dans un sondage sur LinkedIn de Unsupervised qui indique que 44% des spécialistes du marketing prévoient de mener des campagnes dans le métaverse en 2022. Bon, on est déjà à la moitié de l'année là. Contre 37% pour le marketing d'influence, par exemple, ou seulement 21% pour le vidéo content marketing. Donc, YouTube devient has-been, c'est ça que ça veut dire? Alors, aujourd'hui, il faut réfléchir par rapport à ta cible. YouTube aujourd'hui est très performant parce que le problème de la cible, c'est que quand tu définis ta cible, tu définis un support qui est normalement utilisé par ta cible. Le problème après, c'est la culturation et l'adéquation entre le message que tu veux donner et le support que tu utilises. Aujourd'hui, on voit que la vidéo est extrêmement importante à partir du moment où tu vas avoir un message qui va dépasser les 1 minute, les 2 minutes.
Je rappelle que la lecture d'une vidéo est poursuivie chez les internautes au bout de 7 secondes. Donc ça veut dire que tu as 7 secondes pour convaincre sur une vidéo. Et on a rapide. plus de 70% des gens qui se barrent à la 7e seconde. Comme 85% de mémoire des internautes regardent les vidéos sans mettre le son. Ouais, mais ça fait écho avec tous les nouvelles vignettes qu'il y a maintenant. Moi, ça m'énerve. J'ai l'impression d'arriver sur un closer maintenant. Quand tu vas sur YouTube, t'as regardez pourquoi j'ai fait ça ou le truc de malade. Et c'est c'était comme ça ce que en je fait. dis. C'est parce que c'est fini. La lecture de se dire je commence une vidéo, je sais que pour j'en ai 10 minutes, ça c'est pas possible. Si tu veux, en gros, la vidéo, elle doit être faite. Et d'ailleurs, nous, par exemple, quand on fait des parcours immersifs dans le métaverse, on fait des storyboards. C'est comme le storyboard d'une vidéo publicitaire ou d'un film. Si tu le fais de façon linéaire, c'est-à-dire que l'histoire, elle est linéarisée sur 10, 20 minutes, au bout d'un moment, maintenant c'est réduit, mais les gens, ils décrochent. Donc, tu es obligé d'avoir des vignettes pour relancer l'attention des gens. Il y a quelques années, tu pouvais regarder une vidéo de 10 minutes sans t'arrêter. Aujourd'hui, si je rajoute pas des vignettes, si je change pas le storytelling au bout de 30 secondes, etc., je regarde plus. Donc on a un phénomène, c'est qu'aujourd'hui on zappe de trop. Moi je suis le premier à le faire, mais on zappe de trop. Et le problème, c'est que l'attention, on n'a plus de grande attention. Donc il faut que tu me réveilles mon attention à l'aide de vignettes, à l'aide d'une image d'un seul coup qui me réveille, d'un terme, etc. Et c'est compliqué maintenant l'écriture de contenu. Ok, ouais, c'est vachement intéressant. Et du coup, on va revenir au cœur de ma ligne édito et de la cible Super Potion. On va parler maintenant de boissons et d'opportunités. De mon côté, j'ai pas mal écrit sur le Web3, les NFT. J'ai réalisé plusieurs podcasts sur le sujet dans ma playlist Les Spiritueux du Turfu dans The Bottlefield Show. J'ai en l'occurrence testé les expériences de Heineken, Ungen Zanvi, José Cuervos sur Decentraland. J'ai essayé de minter des NFT sur OpenSea ou Object.com. J'ai testé la réalité augmentée avec Unity 3D, Vuforia, etc. En 2019 déjà. Mais même en ayant fait tout ça, je me pose encore des questions sur l'utilité de ces expériences, sur leur valeur ajoutée, leur coût, l'empreinte écologique associée à ces phénomènes. Et de ton côté, du coup, tu as réalisé des benchmarks pour de grands acteurs de la boisson. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail le fruit de tes études, les marques avec qui tu as pu travailler, les opportunités? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, alors d'abord, beaucoup de marques d'alcool, du beverage et beaucoup de vin. Alors les expériences, si on peut les classer, alors la première expérience, qui est la plus simple et la moins chère, évidemment, ça a été l'AR. Donc l'AR, avec mon téléphone portable, je me mets devant une bouteille où je suis dans un magasin de vin ou de beverage et je passe et des choses apparaissent. Alors évidemment, ça devient utile qu'à partir du moment où tu as un vrai storytelling. Si par exemple, tu me fais juste pète à lapin qui me fait coucou, bon, ok, je l'ai fait une fois, mais bon, voilà, quel est l'intérêt? Par contre, si je passe sur la bouteille, j'ai une vidéo qui apparaît et j'ai le meilleur sommelier du monde qui m'explique que c'est un bon choix, que ça, je le ferais bien avec un cabillaud, je le ferais bien avec un foie gras poêlé ou des choses comme ça, là, tu as une vraie plus-value. D'autant plus que tu peux le regarder en magasin et tu peux le regarder chez toi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la R, tu peux aussi la modifier dans le temps. C'est-à-dire que la vidéo que tu as eue, 3 mois après, tu peux la modifier avec le même lien, etc. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne parce que avant, personne n'utilisait les QR codes, personne comprenait. Grâce ou à cause du Covid, maintenant tout le monde a bien compris et les smartphones ont bien compris comment fonctionnent les QR codes. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne et là, tu peux toucher n'importe quel public. Et là, la R, ça me paraît encore un peu. Moi, j'ai écrit un blog en 2019 parce que je vivais à Melbourne et j'avais fait l'expérience avec 19 Crimes. Tu sais, la marque de vin avec des prisonniers sur les étiquettes, et on pouvait scanner et du coup, les prisonniers commençaient à parler, à raconter leur histoire à travers notre écran et c'était vraiment innovant et bluffant. Et du coup, ils ont fait péter le marché américain grâce à ça. Bon, les vins étaient dégueulasses, hein. Clairement, il y avait que l'expérience qui était cool, mais c'est un gros vignoble d'Australie qui a fait ça. Je me rappelle plus du nom, mais ils ont fait d'autres expériences en AR. Mais ça, je l'ai pas ou peu vu en France. Et en tout cas, les gens chez le caviste, ils se font pas chier à faire ça en fait. Non, mais alors le problème de l'AR, c'est toute la communication que tu as avant. Parce que
t'as beau faire une super offre, parce que tu sais que l'AR te permet aussi de faire de la vidéo, mais te permet aussi de faire des liens, faire des quiz. Donc, tu peux faire pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il faut que tu saches en amont que tu vas avoir ça sur la bouteille. Et parfois, c'est juste indiqué en bas ou derrière la bouteille, donc personne ne le voit. Donc, le problème, c'est qu'il faut vraiment communiquer en amont pour que les gens, quand ils viennent, ils sachent qu'ils vont trouver ça soit dans le magasin, soit dans les bouteilles. Tu as aussi des opérations promotionnelles que tu peux faire, qui ont été faites dans d'autres pays, mais pas en France, dans des magasins, où tu vas aller faire une espèce de chasse au trésor à l'intérieur du magasin, et tu pourras gagner une bouteille, ou tu pourras gagner une dégustation. Donc ça, c'est vraiment du phygital. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien dans le secteur du retail, mais en France, l'AR, un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que culturellement, on apprécie moins que d'autres pays? Mais en tout cas, nous, on a vu que en termes d'AR, dans les autres pays, ça fonctionnait mieux. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'AR. Okay. Ensuite, tu as la VR. Donc la VR, en gros, tu vas créer un site 3D qui t'appartient, qui n'est pas un métaverse, qui est ouvert que par toi, et tu vas proposer des expériences. Quand on a regardé ce qui se fait aujourd'hui en termes de beverage, de wine et d'alcool, sur la VR, on a vu un exemple qui était plutôt pas mal et que tu te rappelles peut-être, c'était l'exemple de Coca-Cola avec le Père Noël. Où dans la VR, tu étais à la place du Père Noël dans le traîneau. Okay. Et donc, tu étais à la place des yeux du Père Noël, assis dans le traîneau du Père Noël, et évidemment, tu allais distribuer des paquets, et en même temps, tu pouvais déguster du coca, et il y avait tout un storytelling qui était plutôt bien fait, mais que là, on voit bien qu'on est sur de l'amplification et d'entre guillemets de la cultivation de ta notoriété. Ouais. Il n'y a pas de conversion d'achat à ce niveau-là. Ensuite, on a eu le gaming. Alors là, le gaming, il y a eu quelques expériences de bartenders qui ont été organisées par des marques. Et donc, tu as un jeu vidéo où tu dois faire des cocktails. Et comme par hasard, le rhum que tu vas prendre pour faire ton cocktail, c'est le rhum de la marque. Et on voit, et là, on n'est plus sur du placement de produit. Ouais. Voilà. Et donc, ça, tu as un jeu qui l'a fait. Après, tu as des marques de rhum qui l'ont fait complètement, où tu pouvais organiser toi-même ton cocktail, où c'était relié. Mais on voit qu'on était sur des prémices de réflexion, mais ça n'allait pas plus loin. Est arrivé, enfin, le métaverse et les NFT. Alors, on va commencer par les NFT, parce que le métaverse, tu as parlé d'Heineken, mais tu y as été sur Decentraland avec la nouvelle bouteille Heineken? J'y suis pas retourné depuis, j'y suis allé il y a 3 mois peut-être. Oui, voilà. Donc, pour le lancement, quoi. Ouais, pour le lancement, exactement. Donc ça, je t'en reparlerai, mais je vais d'abord parler des NFT. Alors, le NFT, ce qui est bien, c'est qu'il faut surtout pas penser que le NFT, c'est uniquement du spéculatif et que j'investis sur une création graphique. Aujourd'hui, le NFT qui fonctionne, c'est un NFT qui a une utilité. Donc, les premiers qui l'ont fait, ça a été NC, avec du cognac, où quand tu achetais un NFT sur une bouteille numérotée, tu recevais la bouteille numérotée en physique chez toi, donc d'un grand cru de cognac, mais surtout est associé à ça ce qu'on appelle des IRL, donc in real life. Donc en gros, tu associes à ton NFT des expériences réelles. Donc chaque année, des services, quoi. Ouais, des services. Chaque année, par rapport au prix qu'ils ont payé, donc il y a plusieurs collections de NFT, plusieurs prix. Par rapport à ce prix-là, toi, tu vas avoir une dégustation par an, où tu peux avoir la visite déchets, où tu peux avoir un masterclass exclusif avec le sommelier ou un bartender pour faire le cocktail, etc., etc. Et ça, c'est défini pour une durée. Donc, alors ça peut être un NFT qui dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou à vie. Tu le décides dans le smart contract. Et aujourd'hui, c'est encore mieux parce que comme tu as des NFT dynamiques, tu peux rajouter des choses au NFT qui n'étaient pas prévues dans le smart contract, mais surtout, tu peux corréler ton NFT à des points. Par exemple, si je relie tes achats, ça peut faire comme une carte de fidélité, et c'est pour ça qu'on utilise la NFT pour du rewarding, on utilise le NFT pour du clienteling, pour du couponing, etc. Donc, ça te donne des avantages. Là, tu as une utilité. Après, tu peux très bien aussi avoir en NFT une création
de ta bouteille qui a été fait par un artiste hyper connu. Et dans ces cas-là, tu vas aussi investir parce que cette bouteille, elle est unique et que tu pourras peut-être l'avoir d'ailleurs en jumeaux physiques. Ou d'autres marques l'ont fait, c'est-à-dire que tu achètes une bouteille physiquement et tu reçois dans ton wallet un jumeau numérique de ta bouteille qui est un wearable et que tu peux emmener aussi dans un métaverse. Et donc tu pourras l'associer à ton avatar ou tu pourras avoir un t-shirt à l'égide de ton vin que tu pourras mettre sur ton avatar, hein, parce que n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, les gens dépensent de l'argent. 1 sur 5, donc ça va à peu près 360 millions de joueurs dans le monde, chaque jour, dépensent de l'argent pour habiller son avatar. Pour avoir un statut social digital, quoi, au final. Oui, et puis parce que tu sais qu'aujourd'hui, quand tu joues aux jeux vidéo, c'est plus que de l'abonnement. Et parfois, quand tu n'es pas très doué, tu peux racheter des vies supplémentaires. Achète l'épée qui te permettra d'aller au niveau supérieur. Donc quand tu n'y arrives pas, bah, tu achètes l'épée. Après, c'est parce que je veux pas t'habiller tous les jours de la même manière. Donc je vais acheter une cape, je vais acheter des lunettes, je vais acheter des t-shirts. Alors viendra aussi le moment où le législateur français ou international dira: est-ce que j'ai le droit de porter dans Animal Crossing un t-shirt à l'effigie de l'alcool? Bonne question, hein, parce que la loi E20 là-dedans, elle n'existe pas dans outre-Atlantique, mais non. Oui, que mais par exemple, tu joues en France. Est-ce qu'on considère que The Sandbox doit être sous la réglementation de la loi E20 ou pas? Je ne sais pas aujourd'hui. De toute façon, ceux qui vont gagner le plus d'argent dans le métaverse, c'est les avocats. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc les NFT, il y a eu énormément de cas pratiques et d'use cases qui sont hyper intéressants, qui sont sortis en France et dans le monde. Donc vraiment, moi, en tout cas chez nous, ce qui a été le plus important, ça a été NC. Je rappelle quand même que la bouteille, c'était 200 000 euros. Hein. Ok. Donc ça joue de certification. C'est un NFT qui peut être artistique ou non, mais le but du NFT, c'est de certifier, d'avoir une garantie, quoi, que le produit est légitime, bien fait, etc. Et après, tu as le NFT, ce qu'on appelle le NFT Wine. Donc, par exemple, tu avais Dom Pérignon qui avait lancé des coffrets en édition limitée, conçus avec Lady Gaga. Donc, c'était que sur le marché français. Tu avais 100 bouteilles et versions numériques qui étaient proposées, et tu pouvais aller l'acheter que dans un espace virtuel. On a eu aussi Glenfish qui a mis en vente un single malt qui était hyper rare de 1900, je crois, 73, un truc comme ça, qui était à $18 000. Voilà. Et on a Château Angélus aussi, que tu dois connaître, hein, qui a été un des pionniers numériques dans le vin, qui a aussi sorti avec Cult Wines, qui est la première société mondiale d'investissement dans le vin, des NFT avec un tonneau d'Angélus. Donc, tu pouvais acheter le tonneau d'Angélus avec des œuvres 3D, mais tu pouvais aussi investir. Ça veut dire que tu sais, comme on avait des offres avant où tu pouvais investir dans des vignes, et donc là, tu le fais via le NFT, et donc ça te permet de récolter des bouteilles, ça te permet d'avoir des expériences VIP, etc. Donc là-dessus, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, et de mémoire, si je ne me trompe pas, il y avait aussi ce qu'on s'appelle, c'était un rhum qui avait lancé aussi une expérience hyper intéressante avec les NFT. On a aussi des bières, des Bud Light, où il y avait des NFT avec, parce qu'il y avait un truc de glucides qui était avec peu d'alcool à 4%. C'était pour les régimes de boissons, ils ont fait pareil avec tout un processus de rewarding. Les whiskies ont beaucoup été sur NFT. Pour Budweiser, c'était pas des skins sur Z-Run ou un truc comme ça. Oui, alors Budweiser, ils avaient fait ça. Sur les cocktails, il y a eu un grand chef de cocktail. Alors, je me rappelle plus son nom, mais qui est un grand chef anglais de cocktail, qui s'est inspiré de boissons du bar, qu'on a fait 13 NFT, mais il a permis aussi d'arriver sur un espace virtuel qui n'était pas du métaverse, où tu pouvais toi proposer par contre tes recettes cocktails, évidemment à base des boissons de la marque, et lui récompensait la meilleure recette qu'il avait utilisée dans son bar. Et si dans son bar il y avait une recette qui fonctionnait mieux que les autres, dans ces cas-là, il faisait la recette
et il reverse des royalties à la personne qui avait proposé la recette. Et ça, c'est l'interactivité dont je parlais tout à l'heure. C'est la possibilité de reverser des royalties à des consommateurs ou à des clients ou à des prospects qui t'aident à sortir de nouveaux produits. D'où la communauté qu'on peut engager. Voilà, parce que évidemment, parce que si je sais que un de mes amis a réussi à avoir des royalties, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais proposer. Il va y avoir une émulation et je vais proposer moi-même des recettes. Et donc, ce qui est super intéressant, ce qui est quand même aussi pernicieux, mais quand même super intéressant, c'est qu'en fin de compte, ces univers-là te permettent de faire créer des prototypes de futurs produits à la marque que la marque va te vendre après. Ouais. Donc, tu as des espèces de groupes quali en direct et les gens vont pouvoir proposer des choses. Alors après, dedans, tu vas en choisir. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir récompenser ton client en lui reversant des royalties. Alors ça se fait beaucoup aujourd'hui aux États-Unis sur la musique. Gucci l'a fait aussi dans Animal Crossing avec des vêtements, en disant bah voilà, le vêtement qui a été créé par la personne sur Animal Crossing avec l'effigie Gucci. Dans ces cas-là, moi je vais vendre dans le physique, dans les magasins retail, et je vais vous en verser des royalties. Ah, c'est fou. Le mec, ça se trouve, il était au SMIC et maintenant il a reversé des royalties sur cet achat de. Voilà. Alors après, il faut qu'il y en ait beaucoup de gens qui l'achètent en physique, mais quand même, c'est de dire que c'est cette possibilité-là. On en est au début, hein. Mais ça veut dire que quand tu expliques ça, parce que nous, comme je te disais, nous on acculture beaucoup les marques avant de travailler avec elles. Au début de la journée, elles n'ont pas d'idée. À la fin de la journée, je suis obligé de les calmer parce que les idées fusent toutes les 30 secondes. Mais alors pourquoi on fait pas ça, on fait pas ci? J'attendais parce que d'abord tout ça c'est un coût. Et puis il faut faire ça de façon stratégique. Faut pas non plus se disperser. Faut faire ça sur 3 ans. Faut faire du test and learn parce que comment votre public va réagir. Voilà, ça c'est etc. Et maintenant, j'ai passé au métaverse. Alors le métaverse, il y a eu pour moi, ce qui a été le mieux, ça a été pendant le Super Bowl. Alors, je sais pas si tu l'avais vu. C'est évidemment de la bière. Hein, c'est Miller Lite, qui en gros, tu sais, pendant que tu es au Super Bowl, tu as les fameuses publicités. Et donc, tu avais des offres d'accéder à un Super Bowl métaverse avec plein d'expériences, mais uniquement aux gens qui pouvaient aller sur le métaverse. Donc en gros, ils ont fait le pari que en dehors de ce qu'ils proposaient à l'intérieur du Super Bowl, ils allaient proposer des choses exclusivement aux personnes qui pouvaient se loguer sur Decentraland et sur le métaverse. Et ça avait été annoncé évidemment sur Discord, hein, qui est l'endroit le plus intéressant là-dessus. Et vraiment, sur ça c'est vraiment l'expérience la plus importante. Donc on peut la retrouver sur YouTube, hein. Elle y est sur YouTube, et c'était vraiment très bien. Et en plus, ça leur permettait de récupérer des bons de réduction qu'ils pouvaient utiliser directement s'ils étaient présents même au Super Bowl. Donc, tout en étant au Super Bowl avec leur téléphone, ils pouvaient aller sur Decentraland et ils pouvaient le faire et revenir. Voilà, donc on voit que ça venait. Et après la dernière qu'on a eue, bon, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle qui m'a marqué aussi. C'est que dans Decentraland, on a une société de boissons sucrées, alors que je connaissais pas particulièrement, qui s'appelle Snapple. Je sais pas si tu connais. Ok, non, ça me dit rien. Qui a carrément créé une bodega. Et t'allais à l'intérieur et t'as tout un jeu. Et là, ils ont bien compris le Web3 qui, normalement, quand tu fais du Web3 et surtout du métaverse, tu dois faire du play to earn. Et en fin de compte, les gens ont joué à l'intérieur de cette bodega. Donc, tu avais des cocktails, etc. Et quand tu gagnais, tu gagnes directement. Et tu pouvais gagner jusqu'à $2. Et c'était pas des bons de réduction, c'était directement de l'argent. Mais donc, c'était des dollars, c'était pas sur un wallet crypto ou quoi? C'était des dollars? Ouais, c'était des dollars. Alors, en gros, c'est un code de remboursement, mais tu allais évidemment dans le magasin, mais tu pouvais récupérer tes dollars ou tu pouvais déduire tes dollars de l'achat que tu avais fait dans un magasin. Parce que ce que je disais tout à l'heure, n'oublions pas qu'on est toujours relié entre le virtuel et le réel. Parce que d'aller faire quelque chose dans le métaverse qui reste dans le métaverse, bon, ok, je vais cultiver la notoriété, je vais cultiver l'interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fasse du drive to store. C'est-à-dire que tu as une expérience qui te donne envie, où tu gagnes des choses, et le but, c'est que ces choses, pour les utiliser,
il faut que je t'emmène soit sur le site e-commerce, soit sur une boutique. Et là, je vais pouvoir faire de la conversion. Alors, on a eu quelqu'un qui l'a fait, alors je ne vais pas citer la marque parce que comme c'est pas terrible, on a eu un supermarché français qui a fait ça dans Roblox. Donc Roblox, c'est entre 12 et 14 ans. Donc c'est des gens qui sont quand même très gamers dans Roblox. Je rappelle quand même que Roblox, c'est le metaverse qui est en même temps du jeu vidéo, mais vraiment un gros metaverse. C'est le meilleur en termes de fréquentation. C'est juste 55 millions de joueurs par jour. Ok. Tu vois ce que ça donne. Ouais. Donc même si tu fais une campagne qui touche 0,5% des gens, tu commences à toucher quelque chose. Donc 54 millions. Donc ils ont fait un jeu qui était vraiment bien fait, qui était par rapport à l'univers du magasin, machin, etc. Sauf qu'à la fin, les gens gagnaient un code de réduction, comme je viens de te parler de Snapple, un code de réduction pour aller dans le magasin. Sauf que aujourd'hui, sur Roblox, tu as peu de francophones, tu as beaucoup d'anglophones, et que le magasin en question n'existe pas en dehors de la France. Oh non, c'est bien naze ça. Voilà, et en plus, je voyais pas du tout un gamin de 14 ans aller dans ce type de magasin, qui pour lui est plutôt un magasin ringard. Alors, je peux comprendre de dire, on va essayer de faire venir un public, mais dans ces cas-là, vaut mieux faire autre chose que de dire, bah, tu peux aller acheter la bouteille de Coca chez moi et puis t'auras 2 € de réduction. Ça fait un peu léger. Puis ils seraient plus intéressés par des skins, par des choses qui confortent leur jeu actuel. Et voilà, c'est ça. Et tu vois, par exemple, quand tu arrives sur Decentraland ou d'autres et quand tu fais ton avatar, on te propose des vêtements. Aujourd'hui, par exemple, sur Decentraland Sandbox, tu peux acheter des vêtements directement. Donc, tu peux avoir la marque qui est présente au début et qui te propose des vêtements. Tu te balades dans Decentraland Sandbox, pourquoi tu peux pas avoir à la ceinture une bouteille? Une bouteille de Coca, une bouteille d'Orangina, d'eau, une bouteille d'alcool. J'ai pensé à le faire ça, mais il faut être sur OpenSea, il faut créer le NFT sur OpenSea, et du coup après faut le minter depuis Decentraland, enfin un truc comme ça. Oui, on peut importer ce qu'on fait. Oui, on peut importer quand il y a une marque. Il y a tout le processus qui est prévu dans Decentraland. Alors évidemment, ils te prennent une commission, et c'est pour ça que vaut mieux pas le faire sur OpenSea parce qu'OpenSea tu vas le payer, tu vas payer 2 fois la commission. Alors que si tu le fais directement et tu l'importes directement sur Decentraland, c'est ce qu'on fait nous, et dans ces cas-là, tu payes juste une commission à Decentraland. Alors évidemment, il faut que tu communiques avec des réseaux sociaux classiques pour expliquer aux gens que ton produit est disponible. Ouais. Parce que sinon, personne va savoir qu'il est à la vente. Donc évidemment, tu risques pas de le vendre si personne. Et l'autre expérience qui mélange Phygital, NFT, Metaverse qui a été la plus aboutie, c'est Pernod Ricard avec l'avocat Absolute au festival Coachella. Alors ils ont été présents physiquement sur le festival. Ils avaient des espaces virtuels. Tu rentrais dans l'espace, on te mettait un casque, tu pouvais aller dans le métavers, mais tu pouvais aussi suivre et faire des jeux qui étaient reliés à Coachella dans le métaverse. Ça a vraiment été une des expériences les plus abouties. Alors pour conclure sur ça, d'abord, comme tu as posé les questions au début. Alors les coûts. Aujourd'hui, quand tu fais de l'AR, ça peut aller de 10 à 20 000 euros. En gros, c'est vraiment des fourchettes. Après, quand tu vas faire des NFT, ça peut aller de 15 à 50 000 euros si dedans, tu as aussi la promotion du NFT, etc. Ce qui est le plus cher aujourd'hui, c'est le métaverse. Le métaverse, ce qui est le plus cher, c'est pas de créer le parcours intellectuellement, c'est évidemment de designer le parcours. Alors, tu vas dans un métaverse où tu as déjà un design qui est intéressant et donc tu crées ton parcours et tes expériences en rajoutant juste des choses, ou carrément, tu dessines, par exemple, tu as des gens qui disent, moi je voudrais que mon métaverse sur Decentraland ressemble à ma boutique. Et dans ces cas-là, tu es obligé de recréer complètement une boutique et c'est là que ça coûte très cher et c'est là que tu vas du 80 000 à 300, 400, 500 000 euros. Ouais, Parce que quand on te demande de recréer par exemple, je crois que c'était Bacardi qui avait fait, tu sais, ils faisaient des rooftops, ils avaient demandé de recréer un rooftop. Et le problème, c'est qu'ils avaient recréé un rooftop, mais à l'image d'un vrai rooftop qui existait au-dessus d'un hôtel. Donc, ils voulaient absolument que ça soit similaire. Et c'est là que ça coûte cher.
parce que tu es obligé de refaire le rooftop comme il est, avec les détails et tout. Donc c'est là où ça coûte vraiment vraiment plus cher. Je crois qu'on peut minimiser si on a une lande, parce que les landes soit on les achète, soit on peut les louer. Et du coup, il vaut mieux faire des espaces, des espaces verticaux plus que allongés, parce que on peut faire des étages et des sous-sols et ça coûte voilà. moins cher. Ça coûte moins cher. Ah oui, parce que c'est vendu à l'empreinte au sol. Ok. Donc plus ton empreinte au sol est petit, c'est moins cher. Mais par contre, tu peux monter. C'est ce qui se passe dans la vie réelle, dans l'urbanisme. Hein. Oui. Même si tu montes 20 étages, ça coûte moins cher de faire une empreinte au sol plus petite que de faire une empreinte au sol plus grande. Ce qui me paraît, bien évidemment, ce qui me paraît logique. Après, en termes de ROI, là, c'est très compliqué. Oui, j'avais oublié aussi tout à l'heure, ça me revient, mais de parler de Coca, qui avait fait, tu l'avais vu, les super NFT. Alors, ils avaient fait des NFT, mais plus sur des enchères caritatives. Hein. C'était sur la journée mondiale, je crois, de la fraternité ou de l'amitié, quelque chose comme ça. Mais ça a plutôt bien marché. Alors, le problème des ROI, c'est qu'évidemment, ils communiquent les ROI que quand ça fonctionne. Bon, ce qui est un peu normal. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Par contre, on voit aujourd'hui, parce qu'il y a des outils qui n'existaient pas il y a un an, qui existent aujourd'hui, qui te permettent de voir, par rapport au nombre de NFT qui ont été droppés, le nombre qui ont été vendus. Donc on se rend compte qu'il y a des grandes marques qui n'ont pas de problème. On a des marques qui arrivent à en vendre que 10%. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que je me suis trompé de cible? Est-ce que l'expérience que j'ai vendue est terrible ou pas terrible? Ça, on n'a pas beaucoup de marques, on n'a pas beaucoup de ROI. On ne sait pas, par exemple, sur Decentraland, c'est pareil, Coachella, ça a l'air super et tout, mais combien de personnes sont venues? Est-ce qu'on a la typologie des gens? Est-ce que, ils l'ont, hein, parce qu'évidemment qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas communiqué. Est-ce que les gens restent une minute ou plus? Tu sais, c'est comme les taux de rebond sur les, voilà, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que c'est les taux de rebond comme Internet? C'est-à-dire, OK, j'ai plein de gens qui viennent sur mon site, sauf qu'au bout de 10 secondes, ils sont tous repartis. Donc, aucun intérêt. Donc voilà, ça c'est des données qui aujourd'hui sont accessibles par les marques. Mais comme on sait qu'on est en test and learn, les marques sont un petit peu frileuses à communiquer sur ces ROI. Ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'on peut vraiment et on s'aperçoit, alors tu verras parce que il y a 2 startups françaises qui se sont lancées là-dessus sur l'évaluation dans la blockchain des ventes NFT, et on s'aperçoit que tu as des marques qui vendent des NFT et tu as plusieurs personnes qui en détiennent plus de 100. En tout cas des comptes qui en détiennent plus de 100. Donc toute la question est de savoir, est-ce que c'est des gens qui en achètent beaucoup pour en revendre après en second marché, ce qui est possible. Alors après, ça dépend si dans ton smart contract tu as autorisé ou pas le second marché. Et puis, il se dit, c'est la rumeur, que certaines marques en achèteraient beaucoup pour pas se retrouver avec peu de vrais achats. Ouais, comme ce qui se fait dans la vraie vie pour d'autres. Voilà, tu dis, parce que par contre, on peut prendre un exemple qui est pas dans le vin, donc ça on peut le dire, mais par exemple, tu prends Christian Lacroix, ils en ont droppé 700, ils en ont vendu 22. Ce qui était logique, parce qu'il l'avait vendu auprès d'une communauté de milliardaires, et que pour les milliardaires, Christian Lacroix, ce n'est pas une marque de luxe. Donc ils se sont trompés de cible. Mais donc j'imagine quand tu mets à la place de la marque Christian Lacroix et que tu en voulais en vendre 700, tu en vends 22. Mais ce côté valeur du digital, ça va poser problème aussi quand on voit que Balenciaga fait des t-shirts, je crois, dans le métaverse, ou des sweat capuches qui coûtent 9 balles. Alors que dans la vie réelle, ils en coûtent 1000 ou 1005. On se demande, est-ce qu'on est encore sur une marque de luxe? On comprend bien qu'on va pas le porter en vrai, mais pourquoi ce serait pas quand même 500 balles ou 600? Enfin, parce que ça leur permet. Non mais c'est comme toujours, c'est que eux, ça leur permet d'aller acquérir des publics qui aujourd'hui ne vont pas en magasin. Et le but, le but, c'est de se familiariser avec les publics qui commencent à connaître la marque et petit à petit de pouvoir acheter des choses plus chères. En fin de compte, ça permet d'étendre ta marque. Et pourquoi ces gens-là, ils viennent? C'est parce que d'abord, c'est une marque de luxe. Donc, tout le travail aujourd'hui des marques de luxe, l'ont bien compris, c'est de capitaliser sur ta marque pour faire venir d'autres clients qui aujourd'hui ne vont pas en magasin, mais à qui tu peux quand même vendre des produits parce que tu es une marque de luxe. Et en même temps, tu es d'accord, quand tu as un t-shirt en wearable à $9, même si c'est $9, c'est pas cher,
on peut se dire que réellement, ok, c'est bien de mettre sur mon avatar, mais bon, c'est toujours qu'un fichier numérique. Ouais, c'est sûr. J'avais d'autres questions avant parce que ça file vite. Ouais. J'avais eu aussi Budweiser qui avait acheté beer.eth, donc un nom de domaine Ethereum. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des noms de domaine crypto pour les marques? Pourquoi oui? C'est qu'il y a plus d'un an, beaucoup se sont posé la question, même des grandes marques françaises, de savoir est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir sa propre crypto? Entre-temps, il s'est passé des petites choses sur le marché des cryptos et les gens se sont aperçus que les cryptos devenaient de plus en plus liés à la réalité du marché boursier. Pourquoi? Parce qu'on a eu aussi, pas se leurrer, on a eu beaucoup de spéculatifs sur la crypto. Quand tu vois que des gens ont beaucoup investi pour arriver à un montant et une fois qu'ils avaient le montant, ils sont barrés avec en revendant tout et donc ça fait effondrer. Mais aujourd'hui, on voit que quand la Banque fédérale américaine parle, il y a un retentissement sur les cryptos, etc., etc. Donc les cryptos sont sur un marché très volatile, mais sont de plus en plus sur un marché qui se lie au réel. Et ça peut avoir du sens d'avoir une crypto, à mon sens, à partir du moment où tu as une très forte marque. Tu peux très bien, parce que ça peut être un attachement à la communauté. Imaginons demain. Alors imaginons que les législations le permettent, parce que ça aussi, c'est un vrai problème. D'ailleurs, on l'a vu avec la directive européenne sur la crypto. C'est un vrai problème, c'est que tous les États essayent de réguler et de réglementer la crypto. Pourquoi? Parce que c'est une vraie concurrence aux banques et à la monnaie, qui est quand même un élément fondamental d'un pays. Et donc, imagine demain que tu es une crypto par exemple, pour Coca-Cola. Toute ta fanbase Coca pourra acheter des choses dans l'univers Coca en crypto. Alors après, que tu pourras peut-être transférer en euros, mais en même temps, tu peux très bien, y compris, rajouter comme c'est tracé, tu peux rajouter une politique de rewarding à chaque fois que tu achètes en crypto. Donc ça a du sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réglementation qui est pas hyper favorable. Le marché qui en ce moment qui est plutôt à la baisse, donc c'est maintenant qu'il faut acheter de la crypto, ou c'est maintenant qu'il faut acheter des lands parce que ça va remonter. Mais la crypto, c'est un vrai enjeu. Moi, je pense que la crypto va exister, va prendre le pas. On le voit, les banques commencent à s'y intéresser parce qu'elles peuvent pas passer à côté. Il y a tellement d'échanges. Et quand tu as vu le dernier état des lieux qu'a fait Dune, c'est une entreprise spécialisée pour tracer les gains des NFT. Le dernier drop de Nike de mémoire, c'est 25 millions d'euros. C'est énorme. 25 millions d'euros. Sur des fichiers numériques. Bon, même si je suis passionné par ça et c'est génial, mais ce n'est que des fichiers numériques, on est d'accord. Alors, même si tu as une expérience qui est associée, etc. Mais c'est fou quand même, 25 millions. Alors que le marché est en baisse, ils ont quand même vendu 25 millions d'euros. Et quand tu regardes le classement de Dune, tu as d'autres boîtes, alors évidemment, les crypto punk, etc. Mais tu vois, tu as des boîtes qui sont à 20, 15, 5, 10 millions d'euros. Et du coup, quel est le rapport avec le nom de domaine réellement? Enfin, si on achète un nom de domaine .eth c'est ou tout simplement pour pouvoir après utiliser ta crypto. Tu pourrais très bien avoir demain une crypto Coca. Mais du coup, on envoie l'argent. C'est pour envoyer l'argent. C'est un nom de domaine pour un site internet. Non, c'est pour pouvoir payer. C'est pour pouvoir payer. Ok, c'est pour une transaction. Voilà. Comme sur PayPal, on envoie un mail et. Voilà. Mais alors, le seule difficulté que peut avoir une marque, et au début, c'est pour ça que nous, on n'est pas trop favorable quand les marques nous interrogeaient là-dessus, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir une valeur à ta monnaie. Elle va coûter 2 Ethers, 1 Ether, 0,3 Ether, ou Bitcoin, ce que tu veux. Imaginons qu'elle est à 0,5. Peu importe la monnaie. Si dans 3 mois, elle est à 0,2, quel est l'impact en termes d'image vis-à-vis de la marque? Dire que la valeur de la monnaie, évidemment, si elle a augmenté, je m'inquiète pas. Mais si elle baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta marque baisse? C'est compliqué. Ouais. Je comprends qu'il y a des marques qui veulent pas se lancer dedans, tout simplement parce que ça peut être casse-gueule, quoi. Tu vois, t'imagines après, en fin de compte, Coca valait 0,5, maintenant elle va au 0,1.
donc dépréciation. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur les cours de bourse? Est-ce que ça a un impact sur la valeur de la société? Compliqué. Ouais, c'est fou. Et après, il me restait deux autres questions avant de Vas-y. finir. Niveau loi, on est encore dans un vide juridique qui est un peu, qui est immense. Il y a une pratique que j'ai pu voir qui est le token gating, donc qui pourrait permettre aux marques de fournir des services en échange de la possession de NFT. Enfin, c'est un truc plutôt classique. Est-ce que proposer des différents niveaux de licence ou de CGV en fonction du NFT acheté, ça pourrait avoir Alors, aujourd'hui, quand tu influence. consultes les avocats, parce que dans les équipes de Web3, tu ne peux plus travailler sans avocat. Ah, déjà, c'est pas possible. Et nous, on met en place des formations référents Web3 dans les marques. Donc, c'est 3 jours de formation. Et on conclut en disant, créer une task force Web3 à l'intérieur de l'entreprise ou de la marque. Et si sur task force, il faut absolument intégrer un juriste spécialisé. Aujourd'hui, les juristes vous disent, mais nous, on considère que les NFT, le métaverse, ce sont des supports numériques comme les autres supports numériques. Donc, la législation actuelle s'applique. Par contre, ça, c'est la position d'avocat. On attend tous d'avoir un procès pour voir ce que dira évidemment la jurisprudence là-dessus. Mais par exemple, prenons un exemple que je connais très bien dans le secteur des concerts. Aujourd'hui, quand tu achètes un billet, tu as une taxe sur les spectacles qui est reversée après, qui permet de financer l'ensemble des festivals, etc. Demain, tu m'emmènes faire une super expérience dans le métaverse, dans 2 sandbox, écouter un bout de concert, une expérience, et j'achète directement dans le métaverse la place de concert. Sauf que ce métaverse est hébergé à Dubaï. Est-ce que la législation française sur la taxe sur la billetterie s'applique? Est-ce que la TVA s'applique? Si je reste dans de la crypto et quelle traçabilité vis-à-vis de la fiscalisation? Donc, faut pas s'inquiéter, le ministère des Finances est en train d'y travailler. Je ne sais pas si tu as vu, mais le ministère des Finances a publié un très beau document de plusieurs pages sur la fiscalisation des revenus de crypto. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est du déclaratif, mais c'est super bien fait parce que ça t'explique comment, sur quoi t'es fiscalisé. Donc, t'es fiscalisé sur toutes les plus-values. Mais par contre, les moins-values sont pas soustraits aux plus-values. Donc, ça pose problème à la fin de l'année parce que tu peux très bien avoir des plus-values, t'es taxé, mais si tu as eu des moins-values qui sont supérieures à tes plus-values, quand même, il va falloir que tu payes. Donc, voilà. Mais tu verras, ce document est très très bien fait. Et donc, tu vois que Bercy est très à l'écoute de tout ça. Et déjà, tout est prêt pour la fiscaliser. C'est déjà en cours, mais ils sont déjà tous prêts à fiscaliser les revenus de NFT. Par contre, la TVA et autres taxes posent problème, c'est sur la territorialité de l'achat. Voilà. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui quand tu achètes sur des sites qui ne sont pas identifiés en France, quoi. Mais du coup, c'est d'où ma question. Si directement tu écris dans la description du NFT le lien des conditions générales de vente qui Alors sur le smart contract, etc. Alors justement, la question qu'on a fait poser, nous, c'est sur le smart contract, tu as des engagements. Aujourd'hui, les avocats disent oui, mais c'est un contrat. Au titre, c'est un contrat de fait, c'est-à-dire que tu donnes une prestation en contrepartie d'une rémunération. La rémunération, c'est l'achat du NFT. Je ne sais pas si un tribunal dira la même chose, mais pour eux, c'est un contrat. Donc, quid, si toi, tu m'as acheté un NFT où je te disais que tu as le droit à 3 bouteilles de vin en novembre et que tu les as pas reçues, est-ce que tu peux m'attaquer au tribunal pour non-exécution du contrat? Ouais. Via le NFT. Alors, les juristes nous disent que c'est un contrat de fait. Même si c'est pas un contrat au titre du code civil, mais c'est un contrat de fait parce que tu as une prestation moyennant une rémunération. Oui, et puis si tu n'as pas une prestation, peut-être que tu vas pas lâcher de l'argent. Si c'est juste un billet que tu n'as pas eu au final, tu vas peut-être pas dépenser 500 balles ou 1000 balles. Oui, mais regarde, si on reste sur le vin, voilà, imaginons, t'as pris un NFT sur ce vin de 5 000 €. Et pendant 5 ans,
tu vas recevoir des éditions exclusives de ton vin 3 fois par an. Donc, tu as déjà payé tes 5 000 euros. Ouais, évidemment en crypto, mais ça équivaut à 5 000 par exemple. Bon. Imaginons que tu ne reçois que 2. Quid du troisième que tu ne reçois pas? Comment se passe la réclamation? Est-ce que tu peux aller devant un tribunal pour dire, mais attendez, moi j'ai payé 5 000, on m'a dit 15 bouteilles sur 5 ans. Pour l'instant, on en est à la 2e année, j'ai pas reçu mon lot. Si vous me donnez pas, je vous attaque au tribunal. Après, le bad buzz en 2022, ça va très très vite aussi. On met un truc sur Twitter, sur Google, non, là, et la marque est flinguée direct. Mais sur Discord, c'est encore pire. C'est pour ça que nous, quand on fait des drops sur Discord, on prend des influenceurs Discord, parce que sinon le bad buzz en 3 secondes, c'est réglé. En parlant de ça, c'est ma dernière question d'ailleurs. C'est ma dernière question du podcast. C'est niveau communauté, on a vu Discord s'envoler en tant que nouveau réseau social. Est-ce que tu en as vu d'autres? Et est-ce que tu penses que savoir utiliser Discord, ça va être un atout pour le futur? Alors, savoir l'utiliser, oui. Est-ce que Discord aujourd'hui sera aussi important qu'il l'est aujourd'hui par rapport à la communauté NFT? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que quand tu as Instagram et Facebook où tu vas pouvoir publier tes NFT dessus, quand tu vas avoir TikTok qui va le faire et Snap qui va le faire, est-ce que Discord, alors aura toujours sa communauté de gamers, parce que l'origine elle est là, mais est-ce que demain, si j'achète des NFT et que je peux les publier sur les réseaux actuels, est-ce que pour autant je vais utiliser, alors que je suis pas un gamer, je fais pas partie de la communauté des gamers, est-ce que je vais quand même utiliser Discord? Tu vois? En tout cas, il y a pas mal de gens qui switchent de Facebook Group à Discord parce que c'est plus in et justement il y a ce côté Slack où on peut dissocier les chaînes et du coup il y a un intérêt. Et d'ailleurs, on voit l'évolution de Discord qui au début était vraiment gamers, qui a vraiment été le réseau du Web3, et on voit aujourd'hui des groupes sur Discord qui parlent de choses qui n'ont strictement rien à voir ni avec le gaming ni avec le Web3. Ah bah moi je fais de l'onboarding de mes clients brasserie distillerie je crée un Discord quoi et puis je crée donc, la team avec ça. Voilà. Alors Facebook a vu son public vieillir énormément, mais on voit que les autres réseaux commencent à aller vers le Web3 parce qu'ils se disent sinon nous on va plus servir que de faire valoir quoi. Et TikTok l'a bien compris. TikTok a cette capacité qui est quand même assez fabuleuse. C'est quand même le seul réseau social qui a un algorithme aussi fulgurant que TikTok. Alors après, si on est tous d'accord sur la véracité des chiffres qu'ils affichent, mais quand par exemple, puis c'était comme le début d'Instagram où tout le monde était à fond, mais après non, mais là, toi, par exemple, moi j'ai vu l'exemple pendant le confinement. Je me rappellerai toujours. Je filme mon chat qui fait un truc. Bon, j'avais 3 pelés intondus qui me suivaient sur TikTok, donc aucun intérêt. Je publie mon chat. Donc je me dis, je vais avoir 4 personnes, 5 personnes qui vont liker sur TikTok parce que bon, j'ai pas plus de suiveurs. Et là, 370 000 personnes. Parce que l'algo est tellement fort qu'il arrive à pousser ta vidéo auprès de publics qui sont fans de chats. Sans que toi, tu es obligé de taguer. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle et l'algo. Et justement, et c'est ça qui est très intéressant sur TikTok, c'est de dire ils ont cette capacité à te donner envie de recommencer. Parce que tu te dis, rendez compte, un truc de merde que j'ai publié, j'ai quand même réussi à en mettre 370. Et quand tu vois qu'aujourd'hui Universal, lance ses nouveautés musicales sur TikTok, parce que tout de suite, tu vas viraliser à 5-6 millions. Ouais, non, c'est assez dingue, Ça, c'est un monde. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on regarde beaucoup en ce moment les drops des NFT. Alors, la communication du drop, ça serait plus juste de dire ça, la communication du drop vis-à-vis de TikTok. Parce qu'aujourd'hui, quand tu drops un NFT, tu le fais par rapport à une communauté qui est à peu près fermée. Si demain, je suis capable d'afficher cette proposition à 5-6 millions de personnes, alors évidemment, ils vont pas tous y aller. Mais t'imagines dans ma whitelist la liste d'attente que je peux faire.
Ouais, non, c'est fou. Et puis j'ai vu aussi sur Discord une nouvelle utilisation. Pour moi, c'était un chat un peu poussé, mais j'ai un peu halluciné. Il y a 2-3 jours, j'ai fait des tests sur Midjourney. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une intelligence artificielle arty qui te fait des images. C'est du text to image, donc qui te fait des images à partir d'un texte que t'écris. Oui, Donc oui, j'ai vu ça. et en fait, tu es sur Discord et tu fais une ligne de commande, tu mets /imagine prompt et hop, après tu marques ton texte et là ça te génère directement dans le Discord. Donc après t'as un modèle économique, un business model qui est fait de manière à ce que tu puisses le faire mais en privé, le faire pas dans une chaîne publique parce que quand tu payes pas, quand c'est en free, tu le fais sur ta chaîne publique et tu vois tout le monde met son texte, tout le monde a son image et au fur et à mesure, dès que tu as ton image qui est générée au sein du chat, tu peux recliquer dessus pour faire une variation ou pour l'upscaler, pour la télécharger après et les images sont totalement bluffantes, c'est fou. Et c'est tout ça au sein de Discord, quoi. Et alors, moi qui suis un petit peu plus âgé que toi, moi j'ai connu l'arrivée du Web 2 et des sites e-commerce en 1995. Avant que ça arrive à une maturité des sites e-commerce, je pense qu'on a dû avoir au moins 10-15 ans. Et là, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, quand on parlait tout à l'heure du fait que les avatars puissent être interopérables, il y a un an, je disais aux clients, c'est pas possible d'avoir des avatars interopérables. 6 mois après, c'est possible. Ouais, il y a une évolution techno. Alors c'est pour ça que quand on me dit ça ressemblera à quoi dans 3-4 ans, attendez, déjà, on a déjà du mal à savoir pour la fin de l'année. Donc, mais je suis stupéfait de la vitesse de l'avancée technologique dans ce secteur, que ce soit sur Discord, dans le métaverse. Il y a des choses qu'on pouvait pas faire dans le métaverse qu'on peut faire aujourd'hui. Avant, il faut quand même se rappeler que quand tu faisais un concert dans le métaverse, tu avais, par exemple sur Decentraland, il fallait que tu sois en même temps sur Twitch pour avoir une qualité de son. Aujourd'hui, tu as des systèmes qui te permettent d'avoir de la son Dolby à l'intérieur même de ton métaverse. Et quoi, ça date d'il y a 8 mois, 7 mois. Ouais, non, le son immersif, etc. Tout est génial. Et en tout cas, c'est passionnant, mais ça commence à être long. On est à 1h10, 1h15. Non, dans tous les cas, les gens qui auront envie d'écouter jusqu'au bout, iront jusqu'au bout. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler la meilleure manière de te contacter, les réseaux sociaux, le site web de ton agence Le site web de l'agence, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Frédéric Lefray, LEFRET. Et puis, moi, je recommande à tout le monde de poursuivre l'écoute de Super Potion. Parce que c'est le podcast qui décoiffe. En tout cas, moi j'adore parce que ce qui est intéressant avec toi, c'est que vraiment tu as des questions qui permettent à chacun de bien s'acculturer et de bien comprendre et qu'on reste pas nous dans notre microcosme avec notre langage qui parfois est un peu abscon et que tu arrives à vulgariser et c'est vraiment ça qui est chouette. Ok, merci en tout cas, merci de ta présence et de tes informations et puis pour toutes les distilleries, brasseries, marques de boissons qui souhaiteraient sauter le pas, n'hésitez pas à aller voir Frédéric pour tout ce qui est stratégie Web3. Voilà. Merci à toi Ludo. Merci. Ciao. Ciao.